Bonjour et bienvenue à une émission spéciale 100% marché. Le sujet aujourd'hui, c'est Sell in May and Go Away. Cette spéciale, on le fait comme d'habitude avec Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous. Alors, il y a cet fameux adage au Wall Street, Sell in May and Go Away. Est-ce que c'est vraiment vrai, Laurent? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors effectivement, on est maintenant dans une période qui, a priori, semble plus négative pour les actions que la période qui précède, hein, entre novembre et avril. Et donc c'est intéressant de voir si factuellement c'est vrai que en mai, il faut vendre et il faut partir. Alors déjà un premier point, Falco, c'est d'essayer de retrouver d'où vient cet adage qui est peut-être le plus connu de Wall Street. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Yale Hirsch, qui dans les années 60, 1967 pour être précis, a publié pour la première fois un livre qui est la Bible, la référence absolue chez les gérants américains. C'est le Stock Traders Almanac. Alors c'est un livre qui paraît chaque année et qui, jour après jour, pour toute l'année, va livrer des statistiques absolument passionnantes sur ce qui se passe à la bourse de New York depuis maintenant plus de 100 ans. Et donc, c'est un ouvrage qui est publié annuellement. Alors, je ne te cache pas que je l'achète moi-même. Je suis en train de Alors, je réfléchir, l'achète je vais le faire peut-être aussi maintenant, hein. alors, je l'achète pas chaque année parce c'est une publication annuelle. Je l'achète tous les 5 ans Mhm. parce que j'ai pas besoin non plus. Tu peux bien t'imaginer que d'une année sur l'autre, les statistiques ne bougent pas beaucoup. Mm. Donc, c'est pas la peine de l'acheter tous les ans. Mais moi, je l'achète tous les 5 ans parce que ça me remet dans le bain Mm. de tout ce qui est connu à Wall Street. Le January Effect, les Windows Dressing à chaque fin de Mm. trimestre, la saisonnalité, comment a l'impact la psychologie et le comportement des investisseurs. C'est un ouvrage, tu vois, j'ai fait une copie d'écran sur Amazon qui coûte 48 euros et qui permet d'avoir une connaissance très approfondie du comportement des investisseurs, de toutes les stats qui existent à l'heure actuelle sur la bourse américaine. Et c'est toujours très bien d'en avoir un pas loin de soi pour le consulter de temps en temps. Alors, pour en revenir concrètement à Oui. notre sujet, Falco, sell in May and go away, il faut éviter un malentendu. C'est que cette phrase, elle est vraie quand on parle de performance relative. Mhm. C'est-à-dire que l'été, de mai à octobre, est effectivement une période qui est moins favorable que l'hiver, c'est-à-dire de novembre à avril. Mais ça ne veut pas dire que les étés sont des périodes où la performance des actions est négative, simplement qu'elle est moins forte qu'en hiver. Et ce que j'ai fait, c'est que Oui. j'ai fait des copies d'écran donc des 5 dernières années sur le S&P. Alors sur le CAC 40, le modèle est le même, sauf que les variations sont un peu différentes. Mhm. Mais ce qu'on voit, c'est que sur le S&P, entre mai et octobre 2015, eh bien, la performance a été négative, hein, moins 0,3%. Mhm. Mais en 2016, la performance du S&P entre mai et octobre était positive, Mm. plus 2,9%. En 2017, positive entre mai et octobre, plus 8%. En 2018, positive, plus 2,4%. Et en 2019, positive, plus 3,1%. Donc, si on fait la compilation, non pas sur les 5 dernières années, mais sur les 10 dernières années, eh bien, tu le vois, les, les étés n'ont été finalement négatifs que 3 fois, en 2010, en 2011 et en 2015. Donc ça veut bien dire que sell in May and go away, c'est une phrase qu'il faut replacer dans un contexte de performance relative où l'été Ouais. est moins bon que l'hiver. Donc, tu as préparé quelque chose pour notamment nous montrer ça, en fait, que cette relativité entre l'été et l'hiver, en fait, qu'est-ce que ça donne? Alors, sur ce tableau, on voit très nettement que en découpant les années, enfin l'année en période de 6 mois, eh bien la période de 6 mois la plus prolifique, la plus positive,
c'est entre donc novembre et avril, avec une performance moyenne depuis 1950 de 7% sur le S&P, alors que tout en bas, la période la moins favorable, mais qui est toujours positive, statistiquement depuis 1950 avec 1,5% de hausse, eh bien c'est bien l'été, entre mai et octobre. Ouais. Et d'ailleurs, quand on regarde ce tableau sous forme graphique, sur le S&P depuis donc les 30 dernières années, on voit bien qu'entre mai et le 31 octobre, la performance est très légèrement haussière. Ça rejoint donc ce plus 1,5% de hausse sur l'indice pendant l'été, alors que entre novembre et avril, tu vois que la performance est beaucoup plus importante. Donc, en synthèse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'on a beaucoup plus intérêt à être fortement exposé aux actions entre novembre et avril que pendant la période d'été, même si encore une fois, il y a des exceptions et nous ne faisons qu'examiner une série statistique et nous ne sommes pas là pour prédire ce qui va se passer cette année, mais simplement pour montrer que historiquement, il y a plus intérêt à prendre du risque en hiver qu'en été. Maintenant, on a les derniers 6 mois cette année qui étaient pas du tout bons en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Exactement. Alors, effectivement, même si historiquement les 6 mois d'hiver entre novembre et avril sont des bons mois pour la bourse, eh bien, on voit bien que cette année, ça n'a pas été le cas. Ouais. Puisque le tableau que vous avez sous les yeux nous montre que de novembre à avril, la performance du Dow Jones au 31 avril, enfin au 30 avril plutôt, était toujours de moins 10%, donc à partir du mois de novembre, moins 21% sur le Dow Jones Transportation, moins 9,5% sur le Dow Jones Utilities, moins 16% de performance sur les mid et les small caps américaines entre novembre et avril. Même le S&P est négatif, moins 4,5% sur la période. En fait, les deux secteurs qui s'en sortent cette année, entre novembre et avril, c'est la tech, avec donc le Nasdaq 100, qui est en hausse sur la période de 11,1%, le secteur de la technologie en général, qui est en hausse de 9,2%, et le secteur de la santé, qui est en hausse de 5,1%. Et tout ça malgré cette super hausse qu'on a vue en mars-avril en fait, ce rebond fantastique. Maintenant, Tout à fait. qu'est-ce qui peut se passer en fait dans les prochaines mois, prochaines semaines en fait? On a eu donc ce rebond. Est-ce qu'il y a Effectivement. d'autres news ou des données qui pourraient supporter les marchés? Alors, on est dans un contexte, Falco, avec cette pandémie qui se répand dans le monde entier, même si effectivement elle est en phase de régression, elle impacte de manière très dure l'économie mondiale et les marchés financiers. Alors, on est dans une période qui est très incertaine et le rebond de mars et avril a été très puissant et a surpris nombre d'investisseurs. Alors c'est vrai que c'est le meilleur mois d'avril aux États-Unis depuis 1987, avec un S&P qui a progressé de 13%. Le DAX aussi a bien progressé, 9%, et le CAC qui a été retardataire avec une hausse que de 4%. Il faut quand même rappeler que depuis le creux de la fin du mois de mars, les actions américaines ont quand même repris environ 30% et 25% pour le CAC 40. Donc on est dans une reprise technique qui a été très forte. Alors comment on peut expliquer cette reprise technique après cette volatilité et cette déflagration qui a commencé sur les marchés actions le 19 février? D'abord, il y a eu une réaction des banques centrales qui a été historique, qui se souviennent de ce qui s'est passé en 2008. Et elles ont fait finalement en quelques semaines, surtout aux États-Unis, ce qu'elles avaient fait en un an en 2008. Donc des injections de liquidités massives. Ces injections de liquidités, elles sont là pour soutenir l'économie et elles vont représenter 12% du PIB mondial. Et puis,
au niveau politique, on a bien vu, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'il y a une volonté de soutenir les entreprises, les ménages, les collectivités locales. Et par exemple, aux USA, le Congrès a déjà approuvé 2500 milliards de dollars de soutien fiscal, ce qui représente 12% du PIB. Donc, ce rebond, il a été fort et ceux qui pensent qu'il va continuer et qu'on est en fait dans un contexte de V-bottom, c'est-à-dire de creux en V, et que maintenant le prochain rendez-vous, c'est sur les plus hauts de février, ils ont des arguments avec ce soutien massif des banques centrales et des gouvernements. Mais il y a quand même des éléments qui nous font douter de ce scénario de creux en V. Le premier, c'est ces 30 millions d'Américains qui sont nouvellement inscrits au chômage depuis maintenant 5 semaines. Il faut aussi ensuite rappeler que le PIB a reculé de 4,8% en rythme annualisé, c'est-à-dire un recul de 1,2% par rapport au dernier trimestre l'an dernier. Et puis surtout, ce qui compte, c'est les perspectives. Et les perspectives, elles sont alarmante puisque le PIB devrait chuter beaucoup plus lourdement au deuxième trimestre aux États-Unis avec un recul estimé de 36,5% en rythme annualisé. Il y a aussi autre chose qu'il faut rappeler, c'est que la croissance, elle est principalement le fruit de la consommation intérieure, la consommation des ménages. Cette consommation, elle représente 70% du produit intérieur brut américain. Et c'est ce qui va tirer donc l'activité économique. Or, ce qu'on voit, c'est que la baisse est très forte en ce moment, avec un recul de 7,5% entre janvier et mars en rythme annualisé. Et puis pour conclure, les nouvelles globales macro ne sont pas bonnes puisque le commerce international a marqué un coup d'arrêt avec des exportations qui ont reculé de 8,7% au premier trimestre en rythme annualisé et des importations qui ont reculé de 15,3%. Est-ce qu'il y a une relation ou est-ce qu'il y a aussi un rythme entre je dirais un mai-novembre et un novembre en fait avril, si le novembre-avril était très mauvais? Alors effectivement, il faut faire la distinction des étés positifs quand ils suivent des hivers positifs ou lorsqu'ils suivent des hivers négatifs. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir ensemble? Tu viens de le rappeler, c'est que novembre-avril a été une période négative, ce qui historiquement et statistiquement est une période positive pour les indices, pour les actions. Eh bien, cette année, cette période positive ne l'a pas été. Et donc, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui se passe entre mai et octobre quand les hivers qui précèdent ont été négatifs, comme celui qui vient de se passer. Eh bien, on voit que la période estivale, mai-octobre, sur les marchés actions, est également négative quand les hivers qui précèdent le sont aussi. On voit que les étés donc, qui suivent les hivers négatifs sont en baisse d'environ 1,5% sur la période. Mais cette année, Falco, c'est une année spéciale parce que c'est les élections aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est que les étés qui suivent les hivers négatifs, mais qui sont dans une année électorale, sont aussi des étés négatifs, mais moins que les étés négatifs traditionnels qui suivent les hivers négatifs, puisque la baisse n'est que de moins 0,5%. Et ça s'explique facilement, puisque le président en place, quel qu'il soit, va tout faire pour renforcer cet effet richesse et que pour que les actions se comportent le mieux possible pour effectivement être réélues. Donc jusque-là, on a toujours regardé les périodes en fait, de 6 mois, si mauvais, si c'est bonne, l'hiver, été. Si on regarde maintenant les mois en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques Oui. qui sort un peu du lot? Alors effectivement, quand on prolonge cette recherche sur cette période mai-octobre avec en plus la dimension année électorale, on a le graphique suivant. Donc,
ce que vous avez ici, c'est donc la performance du S&P depuis 1950. Alors, en bleu, c'est donc depuis 1950. En jaune, c'est sur les 20 dernières années. En noir, c'est sur les 10 dernières années. Et en vert, c'est les années d'élection. Alors, on voit assez facilement que juin, juillet, mars, avril, novembre et décembre, ce sont des mois qui sont positifs pour les actions. En revanche, on voit bien qu'entre mai et octobre, c'est beaucoup plus disparate. Ouais. Là où c'est intéressant, c'est que lorsque on est dans une période mai-octobre, lors d'une année électorale, on voit que mai n'est pas très positif, n'est pas très bon. En revanche, juin, juillet et août sont plutôt positifs. C'est surtout en septembre et en octobre que le S&P chute lors des années électorales. Ça veut donc dire que si on met de côté toute la dimension liée au coronavirus et qu'on ne regarde juste la dimension électorale, on pourrait dire que cette année, on pourrait dire sell in August and go away. Parce que c'est vrai qu'on va avoir de la sous-performance en mai, juin, juillet, mais c'est surtout à la fin de l'été, 2 mois en fait avant l'élection américaine, que l'incertitude est à son paroxysme et que les investisseurs préfèrent alléger en attendant de connaître le nom du prochain président. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est passionnant en fait de regarder un peu dans le passé et analyser ça en détail, sachant qu'évidemment on a une situation complètement hors norme cette année. Et donc la question en fait qui nous reste, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, Laurent, selon toi? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, on est dans un environnement qui est très très opaque, puisque plusieurs économistes parlent donc des effets extrêmement négatifs, on l'a vu ensemble, sur le deuxième trimestre, sans évoquer l'éventualité d'une seconde vague qui forcerait les populations à se reconfiner. Bref, on ne sait absolument pas à quoi cette année 2020 va ressembler, sauf que les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais que les marchés nous montrent qu'ils price en fait une recovery avec une amélioration mois après mois de l'économie. On sait aussi que l'échéance électorale va rajouter un peu de delta, d'inconnu sur les marchés. Donc, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut sortir des marchés actions? Non, je ne le pense pas. D'abord parce que, comme tu le sais, il y a cette fameuse TINA qui rôde perpétuellement autour du mental et des attentes des investisseurs. TINA, ce n'est pas une jeune femme, mais c'est un concept qui dit qu'il n'y a pas d'autre alternative en ce moment aux actions, puisque les taux d'intérêt sont extrêmement bas et le rendement, eh bien, on ne peut en attendre un petit peu que sur les equities. Donc, a priori, je pense que, à moins qu'il y ait de nouveau une très forte déflagration dans les semaines ou les mois à venir, il faut conserver des actions, évidemment, dans son portefeuille. Mais peut-être qu'il faut penser à diversifier son portefeuille. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Que le secteur de la tech surperformait quand les marchés montaient et surperformait quand les marchés baissaient. Donc ça veut dire qu'on a des marchés qui sont très dépendants du secteur de la technologie. On le voit ici avec cette performance sur les 6 derniers mois, 11% pour le Nasdaq 100. Donc ma première proposition, c'est de diversifier. Oui, mais vers quoi? 2 secteurs défensifs, les consumer staples, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui produisent des biens qui sont nécessaires, quel que soit l'état de l'économie. Est-ce que tu as quelques exemples? Typiquement, des sociétés qui produisent du savon pour nos lave-vaisselle, pour nos machines à laver, le papier toilette, le dentifrice, les biens dont nous avons besoin pour conserver une hygiène correcte, et ça
qu'on soit en récession ou pas, on va continuer de se laver les dents. Donc, toutes les entreprises qui proposent donc des services qui ne sont pas liés à l'activité économique. Deuxièmement, le secteur des utilities, services aux collectivités, parce que ce sont de toutes les manières des secteurs qui ne sont pas liés aussi, des secteurs qui sont à privilégier quand les taux d'intérêt sont bas, des secteurs qui ont sous-performé pendant ces 6 derniers mois et qui pourraient justement bénéficier d'un retour en grâce. Et puis, je ne l'ai pas marqué ici, mais je continue de bien aimer, et c'est assez facile à comprendre, le secteur de la santé. D'abord parce qu'on le voit ici, c'est un des top performers sur les 6 derniers mois. Et puis, d'autre part, parce que effectivement, avec ce contexte lié au Covid-19, on devrait avoir des entreprises liées au secteur de la santé qui devraient continuer à être recherchées par les investisseurs. Donc, première idée, diversification vers santé, utilities et staples, des secteurs qui sont historiquement, tout le monde le sait, des secteurs défensifs. Deuxième idée, aller vers les entreprises qui payent des dividendes. Alors, c'est vrai qu'en France, on a des entreprises qui ont été sommées de ne plus payer de dividendes du tout, d'autres qui ont annoncé qu'elles allaient payer moins de dividendes, voire plus de dividendes, mais il y a encore des sociétés qui payent des dividendes et en zone euro également, je pense notamment à l'Allemagne ou à d'autres pays. Donc il faut chercher parmi les sociétés qui font partie des secteurs utilities, staples et santé, favoriser celles qui payent des dividendes parce que ça fait une différence d'avoir effectivement ce coupon qui tombe une fois par an ou 2 fois par an. Troisièmement, troisième idée de diversification, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les entreprises value. Alors qu'est-ce que c'est le value investing? C'est d'aller rechercher des entreprises dont le cours de l'action ne reflète pas la santé financière et comptable. Et là, il y a 2 secteurs qui me viennent immédiatement à l'esprit. C'est les banques et le secteur de l'énergie, qui ont été 2 secteurs qui, depuis 6 mois, ont été malmenés et ont sous-performé le reste du marché. Donc, une diversification vers ces secteurs value pourrait être une autre piste d'investissement avec les entreprises qui payent des dividendes et avec des secteurs comme les utilities, les staples et la santé. Et puis, de toutes les manières, je fais partie de ceux qui pensent que l'euro va continuer de s'affaiblir face au dollar. Donc, je pense que c'est toujours pertinent d'avoir une allocation en dollars parce que, en plus des idées qui ont été présentées, si elles sont mises en œuvre sur des entreprises américaines, eh bien, je pense que l'euro-dollar va continuer de s'affaiblir et que par conséquent, il y a un effet de change positif pour un investisseur européen qui s'expose à du dollar. Et puis la dernière idée, Falco, pour effectivement savoir ce qu'il faut faire pendant les 6 mois qui arrivent, c'est de regarder tous les jours, sans en rater une seule émission, toutes nos interventions le soir à 18h. Pourquoi? D'abord parce que en temps réel et au jour le jour, on commente ensemble ce qui se passe. Et puis surtout, si à un moment, il devait y avoir un retour d'une pression vendeuse très forte, comme celle qu'on a vue au mois de février, et bien sur 100% marché, à 18h, vous en serez immédiatement avertis et on reverra ensemble comment allouer au mieux son portefeuille. Merci Laurent, vous savez évidemment tous que pour suivre les émissions, c'est le plus simple de se abonner à notre chaîne, produit de bourse BNP Paribas. C'est simple, vous cliquez sur s'abonner et choisissez après la cloche à côté de laquelle il y a écrit toutes. Donc merci beaucoup Laurent pour cette belle émission spéciale sur le vieux adage Sell in May and go away, que selon toi cette année ça va être plutôt Sell in août et come back I don't know when. Mais vous allez le savoir bientôt et tous les jours avec nous dans 100% marché où Laurent va analyser les marchés tous les soirs pour vous en ce moment à 18h mais aussi en ce moment à 9h30 tous les jours. Merci Laurent et à ce soir à 18h. Merci Falco. Bonne journée.